dans un restaurant qui vous empoisonne, est-ce que vous y retournez? Eh bien c'est curieux, les Français votent pour les deux mêmes restaurants depuis 30 ans qui les empoisonnent. Alors moi j'ai un petit bistrot de quartier, je suis le cuisinier, il y a des produits du terroir. Je dis aux Français, arrêtez de vous empoisonner, venez chez nous, vous verrez, c'est peut-être moins grand, mais c'est beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Versailles descend dans la rue. Vendredi, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés pour dire non à l'arrivée des clandestins. Si cette mobilisation peut paraître anecdotique, elle est sociologiquement forte pour une population généralement peu intéressée par ce type de problématique. Les commémorations de l'attentat du Bataclan ont été l'occasion de multiples hommages. Le gouvernement à la manœuvre tente de récupérer le sentiment de détresse de la population, mais après 5 années passées à inaugurer les chrysanthèmes, la pilule ne passe plus. L'élection de Donald Trump n'a pas fait plonger les marchés, bien au contraire. Wall Street a même clôturé la semaine dernière sur un record de hausse historique. Madame, Monsieur, bonsoir. Versailles vent debout contre l'immigration. Vendredi, pour la 3e fois depuis moins de 2 mois, des centaines de personnes se sont réunies place d'Armes pour s'opposer à l'installation d'un camp de clandestins dans la commune de Rocancourt dans les Yvelines. Le conseiller municipal du groupe d'opposition Versailles Famille Avenir, Fabien Bouglet, a dénoncé la volonté du pouvoir socialiste de vouloir changer de civilisation. Nous sommes aujourd'hui à une date symbolique, le 11 novembre, date de commémoration de la fin de la guerre 14-18. Nos aïeux se sont battus avec courage, avec cœur et amour de leur pays. Faudrait-il que leur sang versé n'ait servi à rien? Faudrait-il que leur vie donnée soit oubliée dans les pages d'histoire? Faudrait-il enfin que leur sacrifice n'ait plus de sens pour que notre pays, pour nos pays et nos enfants? C'est non, non et non. Nous sommes fiers de ce que nos aïeux nous ont transmis, un pays que nous aimons, quelles que soient nos origines, nos croyances et nos convictions. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu symbolique, ici, devant le château de Versailles, sur la place d'Armes. C'est le lieu qui a traversé l'histoire, les régimes, les drames, la grandeur et les synthèses de notre culture commune, qui a commencé avec le baptême de Clovis, a été imprégné par la Déclaration des droits de l'homme, a connu les guerres et les révolutions. Nous sommes républicains ou royalistes, de droite ou de gauche, chrétiens ou non. Mais nous sommes ici parce que nous aimons notre pays et sa grandeur et que nous ne voulons tout simplement pas être envahis. Nous sommes la concorde citoyenne. Il faut le dire clairement, calmement, nous ne voulons pas de changement de civilisation. Notre civilisation est belle. Ici, il n'est pas de tradition de brûler nos maisons quand on les quitte. Ici, nos femmes n'ont pas le choix entre être voilées et être violées. Ici, on aime le vin et le cochon. Ici, nous sommes en terre chrétienne, même si tous ne sont pas chrétiens. Ici, nous tenons à notre identité. Et notre génération est la génération du rétablissement de notre identité culturelle et civilisationnelle. C'est ainsi et cela restera toujours ainsi. Aussi, nous nous rassemblons aujourd'hui pour rappeler aux élus au pouvoir et aux fonctionnaires qu'ils sont à notre service. Frédéric Pichon, vice-président du mouvement souverainiste Ciel, a tenu à pointer du doigt la stratégie de l'oligarchie mondialiste.
nous ne sommes pas des sans-cœur. Et je suis d'accord avec Valérie d'Aubigny lorsqu'elle dit cela. Et c'est important parce que l'oligarchie mondialiste cherche à utiliser une arme de destruction massive. Et cette arme, c'est la culpabilité. On cherche effectivement à faire peser sur vos épaules ce joug de la culpabilité en distillant sur les médias des photographies émouvantes comme la photographie du petit Aylan pour essayer de culpabiliser les Européens. Il me semble que nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir d'oligarques sans scrupules. Parce qu'en réalité, derrière ces larmes de crocodile, se cachent des réalités beaucoup plus obscures. Parce que sans sombrer dans un quelconque conspirationniste qui voudrait qu'il y ait des personnes qui se réunissent dans un salon obscur avec des tabliers et des cagoules, je ne crois pas à cette vision. Mais je crois, en revanche, qu'il y a une vision, qu'il y a une convergence mondialiste vers la destruction des peuples et des identités. Et ceci, je le crois de manière méthodique. Le président de l'association Liberté Politique, François Billot de Lochner, est quant à lui revenu sur la sémantique que la caste politico-médiatique essaye d'instiller dans les esprits. Je voudrais revenir simplement sur la notion de migrants, pour dire aux autorités politiques, économiques, sociales, morales et culturelles qu'il n'y a pas de migrants. Il y a des immigrés qui sont légaux ou clandestins. Il n'y a pas de migrants, il y a des immigrés légaux ou clandestins. Les immigrés légaux sont 200 000 par an. À cause des accords de Schengen, les portes sont ouvertes. Il devrait normalement y en avoir 0. Il faut donc immédiatement revoir, supprimer les accords de Schengen. Voilà pour les immigrants légaux. Pour les immigrants illégaux, il n'y a qu'Alain Juppé pour ne pas savoir combien il y en a qui rentrent chaque année en France. Car au débat de l'autre jour, il ne savait pas le chiffre. Alors je lui indique et qu'il le note sur un papier, puis qu'il apprenne, c'est 200 000 probablement en 2016. Ça veut dire qu'il y a 400 000 personnes qui, en 2016, vont rentrer chez nous, à qui on ne peut offrir ni logement, ni nourriture, ni travail, et qui, pour la plupart d'entre eux, ne parlent pas français et n'ont pas notre religion. Nous sommes dans le cadre d'un scandale d'État. Ça veut dire que chaque année, nous avons une ville comme Nantes qui pousse en France à côté de la France. Donc, il faut maintenant utiliser notre arme de destruction massive du système en place, qui est l'élection de 2017. Nous ne lâcherons vraiment rien en mai 2017 et nous ferons en sorte que la France gagne. Merci beaucoup. De son côté, la présidente du mouvement Résistance républicaine, Christine Tazin, a invité les Versaillais à démonter les camps pour clandestins. Nous sommes le peuple, comme on l'a déjà dit, mais nous sommes différents et tous unis, de droite, de gauche, chrétiens, athées, royalistes, républicains. Nous sommes unis contre le plus grand péril que nous ayons vécu depuis des décennies. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi nous allons démonter ces camps de migrants, qu'ils soient d'accord ou pas. Ce qui nous menace, c'est l'extinction de notre civilisation. Parce que le péril que les migrants amènent avec eux, c'est l'islam. Et l'islam, c'est terriblement destructeur. C'est eux ou nous, il n'y a pas d'autre solution. Ils sont où les réfugiés chrétiens? Ils sont où les chrétiens d'Orient? Elles sont où les yézidis qui sont vendus en esclavage, vendus, utilisés comme esclaves sexuels? On n'en parle pas, on ne s'en occupe pas, on ne s'occupe que des hommes seuls qui viennent seuls pour repeupler la France et en faire des millions de musulmans dont nous ne voulons pas. Enfin, l'ancien général de corps d'armée Christian Piquemal, radié des cadres de l'armée pour avoir manifesté à Calais contre l'immigration massive, est revenu sur les raisons du malaise au sein des forces de l'ordre. Depuis les premiers attentats de l'année 2015,
les policiers, les gendarmes ont été engagés sur tous les fronts. Hélas, les éphémères témoignages qui ont été rendus à l'époque, notamment en janvier, ont créé de l'émotion, mais n'ont pas apporté plus. Et ils sont déjà bien loin. Dans ce contexte délétère que nous connaissons, et alors même que des efforts considérables ont été consentis depuis plusieurs mois, les policiers ressentent aujourd'hui, et ils me l'ont dit clairement, un véritable manque de reconnaissance du pouvoir et de leur hiérarchie, ainsi qu'un sentiment d'abandon qui sont bien supérieurs au déficit de gratitude qu'ils éprouvent habituellement. Mais plus encore, c'est désormais l'autorité des forces de l'ordre qui est grièvement battue en brèche. Surtout parce que depuis 2012, l'autorité même de l'État s'est délitée au fil des atermoiements, des reculades et du manque de fermeté du pouvoir. En schématisant, on constate qu'une grande partie des fonctions régaliennes de l'État ne sont plus assurées ou alors très mal remplies. Une telle déficience, bien sûr, a généré des conséquences insupportables pour les forces de l'ordre qui non seulement ont le sentiment ancré de ne plus être considérées, mais voient au quotidien leur mérite physique atteint. Une délégation de manifestants a été reçue vendredi en fin d'après-midi par le préfet du département. Le projet d'installer les clandestins à Louvciennes dans les Yvelines semble aujourd'hui avoir été abandonné, mais s'est déporté sur Roccancourt. Les manifestations devraient donc continuer dans les semaines à venir. Petit ballon et discours ennuyeux, la fin de semaine a été marquée par les commémorations du Bataclan, triste image d'un quinquennat passé à commenter les drames de l'indigence politique des élites en place. François Hollande tente tant bien que mal de se poser en rassembleur. Alexandre Rivet. Un an après l'attentat du Bataclan et la tentative d'attaque au Stade de France, l'heure était aux commémorations vendredi, samedi et dimanche. Des commémorations devenues véritable sport national pour les élites au pouvoir, spectatrices de leurs propres échecs. Le concert des pleurs et des célébrations laïques avait tout de la récupération politique, avec ses phrases toutes faites et inconsistantes du type « il y a un avant et un après Bataclan ». Pour tenter de se relancer dans les sondages, le président de la République a pris soin d'assister au match de football de l'équipe de France en forme d'hommage vendredi à Saint-Denis. C'est un véritable marathon de la mémoire qu'a accompli le chef de l'État, inaugurant pas moins de 6 plaques commémoratives pour les 130 victimes, dans un décor parfois indigne, relevant plus de la fête foraine que de l'hommage. Les interventions des participants, toujours très lisses, ont fait la part belle aux discours empreints de tolérance, mettant en garde contre la stigmatisation et la division, appelant à l'union, l'intégration et la tolérance. Des représentations bien huilées qui ne sauraient cacher le mécontentement d'une partie des familles des victimes qui n'ont pas souhaité participer à la mascarade commémorative et ont même refusé de faire inscrire le nom de leurs proches sur les stèles. François Hollande, qui parle désormais d'actes de souvenir, a gratifié les Français d'une intervention télévisée dans laquelle il tente de rassurer en affirmant que jusqu'au mois de mai, il sera le garant de la cohésion et de la protection des Français. Après les multiples exercices de devoir de mémoire initiés par Jacques Chirac et cultivés par ses successeurs, les actes de souvenir sont désormais la nouvelle mode commémorative, reléguant au second rang les hommages aux soldats tombés lors de la Grande Guerre. Pas de chance pour le président, la pilule ne passe plus vraiment. À Strasbourg et dans d'autres grandes villes, les rassemblements n'ont regroupé que quelques dizaines de personnes. Les adversaires de Donald Trump avaient promis que les pires fléaux s'abattraient sur les États-Unis si jamais le candidat républicain en venait à être élu. C'est tout le contraire qui est en train de se passer. La bourse américaine a même clôturé la semaine dernière sur un record historique. Natacha Königsberg. Mercredi dernier, dans la nuit, puis tôt le matin, quand le spectre de l'élection de Donald Trump commençait à apparaître sur les écrans des télévisions américaines, les marchés financiers se sont effondrés un peu partout dans le monde. La prédiction des adversaires de Trump, qui promettait un effondrement des marchés et de l'économie américaine, se réalisait aussitôt, alors même que le nouveau président n'était même pas encore ni aux affaires ni investi. Vous avez voulu Trump contre tous nos avertissements et toutes nos mises en garde, voilà la punition divine promise. Sauf que le soir même de l'élection de Donald Trump,
Trump, avec qui plus est une nette avance en nombre de grands électeurs sur son adversaire démocrate Hillary Clinton, la bourse de Wall Street clôturait en hausse, ayant rattrapé dans la journée ses pertes du matin à l'ouverture. Un phénomène inédit quand on sait que lors de 15 élections présidentielles américaines sur 22, le changement de présidence avait au contraire fait baisser la bourse le lendemain de l'élection de 1,8% en moyenne. Pire encore, l'indice Dow Jones a même réalisé une performance exceptionnelle sur une semaine, clôturant en hausse de 5,4%, ce qui n'était plus arrivé depuis 5 bonnes années. Explication. Si les marchés se sont effondrés dans les heures qui ont suivi la clôture des bureaux de vote, et alors que l'on comptait le nombre de grands électeurs de chacun des deux candidats, ce n'était pas par défiance vis-à-vis de Donald Trump. Non, c'était tout simplement parce que des centaines de milliers, peut-être des millions d'investisseurs se rendaient compte qu'ils avaient mal misé en pariant sur l'élection d'Hillary Clinton. Les deux programmes économiques étant nettement différents, les stratégies d'investissement associées se devaient forcément de l'être aussi. Un exemple, Hillary Clinton promettait de faire baisser les prix de certains médicaments en faisant pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour soulager les comptes de l'assurance maladie américaine. Donald Trump a, lui, promis d'exclure de la couverture sociale les immigrés en situation irrégulière pour obtenir le même résultat, faire des économies sur les dépenses de santé. Dans le premier cas, l'industrie pharmaceutique n'était pas un bon placement. Dans le second, il le devient. L'argent s'est donc déplacé à toute vitesse. Même chose pour l'industrie de la défense, à qui Donald Trump promet de redonner des moyens. Même chose encore pour l'industrie pétrolière, il est favorable au gaz de schiste, ou encore pour le BTP, puisqu'il promet de grands travaux pour créer 25 millions d'emplois. L'effet Trump ne se limite pas aux seuls États-Unis. En Europe aussi, les bourses ont repris des couleurs. L'indice CAC 40 a ainsi pris 2,6% la semaine dernière, même chose pour l'indice européen Eurostoxx. Mieux encore, il existe désormais un indice économique appelé indice de la peur. Il s'appelle VIX. Or, avec l'élection de Donald Trump, cet indice a aussi fortement baissé dès que l'élection de Donald Trump a été confirmée mercredi. Autrement dit, il y a bien ce que l'on vous dit dans les médias pour vous faire peur, influer sur vos décisions, vous dissuader de voter pour tel ou tel et ce qui se passe en réalité. Mais ça, vous le saviez déjà. Le Front National à l'assaut de la souveraineté numérique. Le député européen Jean-Luc Schaffhauser tenait ce lundi matin à Paris, au bureau d'information du Parlement européen, une conférence sur le projet de rapport intitulé « Initiative européenne en nuage ». Face aux enjeux de l'économie digitale, il préconise de remettre le citoyen au cœur du processus numérique et d'appliquer une forme de protectionnisme en la matière. Florian Janin. Comment je peux soutenir mes entreprises européennes qui sont déjà leaders? Comment je maîtrise une filière? Comment je peux demain maîtriser mon système d'information, de communication et être leader au niveau mondial en matière de l'économie numérique? Je crois que la Commission ne changera rien. Elle a une approche idéologique, c'est l'ouverture des données, selon un concept d'ailleurs que nous avons analysé, qui venait du renseignement et de l'intelligence américaine, mais c'est aussi l'ouverture à toutes les sociétés non européennes qui peuvent apporter, parce qu'elles ont leur siège en Europe, une complémentarité, une action dans le domaine du cloud européen. Nous, notre démarche est tout à fait différente, elle est fondée sur la réalité. Quels sont nos acteurs qui sont importants, européens, dans le domaine de la filière numérique? Les microprocesseurs, les puces, le cloud européen. Nous avons OVH, société française. Nous avons STM, société de microprocesseurs. Comment, avec ces sociétés, je peux bâtir une souveraineté, une maîtrise de la filière? Comment je construis un cloud européen où mes données, qui sont la matière première de l'industrie numérique, n'aillent pas à l'étranger, exploitées par d'autres sociétés, ne permettant plus aux sociétés européennes de se développer. Notre approche est en totale opposition car elle est fondée sur la réalité économique, sur un certain protectionnisme pour effectivement permettre une souveraineté et également une liberté dans ce domaine de la maîtrise de la communication qu'on ne laisse pas à d'autres pour l'industrie de demain. Plus on va dans la précaution, dans l'exigence de sécurité et de certification des opérateurs, plus il sera facile ensuite de renforcer la confiance dans l'ensemble des acteurs, notamment du citoyen, sur l'utilisation de ces nouvelles technologies. Associer le citoyen
à la gouvernance des sociétés et à la gouvernance de l'informatique est fondamentale pour la démocratie et la maîtrise de la donnée. Qui gère l'information, qui gère les flux d'information, à la maîtrise du politique et de l'économie. Il faut remettre le citoyen au centre de l'ensemble et non pas les sociétés privées, sous quelque forme qu'elles soient, car sinon elles prendront le contrôle de tout. Et passons à présent à l'actualité en bref. Une commémoration différente à Paris vendredi soir. L'Action française avait donné rendez-vous sur les Champs-Élysées pour rendre hommage aux morts et à ces militants tombés pour la France. À la même date, en 1940, des militants monarchistes avaient bravé l'interdiction de l'occupant de venir se recueillir devant la tombe du soldat inconnu. L'Action française a tenu à rappeler le vrai sens de l'engagement des soldats morts pour la patrie. En second lieu, qu'il est naturel et légitime que nous ayons des pensées particulières envers ceux avec lesquels nous partageons ce même amour charnel pour la France réelle et éternelle. Ne dit-on point que charité bien ordonnée commence par soi-même? Eh bien nous disons que souvenir bien ordonné pour les gens éteints commence par les siens. Les nôtres ne sont pas partis sur le front et dans l'au-delà pour les droits de l'homme, ni pour une liberté chimérique, et encore moins pour cette République qui n'a eu de cesse d'utiliser jusqu'à aujourd'hui les enfants du pays à son profit. Notons que les officines d'extrême gauche avaient appelé à manifester contre cet hommage, mais le froid, semble-t-il, dissuadait les militants de se rendre dans les rues. Une information exclusive de nos confrères du site Brésinfo à présent, avec une tentative de viol à Arzon, dans le Morbihan. Un Soudanais relogé à Port-Novalo depuis l'évacuation de la jungle de Calais et qui se dit âgé de 16 ans s'en est pris jeudi à une dame de 67 ans. L'individu lui a touché la poitrine en essayant de l'embrasser avant de mettre la main sur sa braguette, simulant des gestes masturbatoires. Le procureur de Vannes tient à relativiser la gravité des faits, alors même que le magistrat affirme qu'il s'agit bien d'une agression sexuelle. Le délinquant, convoqué en mars 2017, pourrait bien ne jamais passer par la case justice, une procédure accélérée pour l'envoyer en Angleterre étant envisagée. Une manifestation de soutien à la dame agressée a très vite été lancée sur les réseaux sociaux et se déroule ce lundi soir devant la mairie d'Arzon. La charia en Angleterre, c'est peut-être bientôt fini. Des tribunaux islamiques existent en effet depuis les années 80 de l'autre côté de la Manche. Le gouvernement et une commission parlementaire mènent 2 enquêtes distinctes sur la question. Dans le viseur des recherches, les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes, la légitimation de mariage forcé ou encore des cas de viol conjugal admis par les instances islamiques. Pour l'association Une loi pour tous, ces tribunaux entretiennent également des liens avec des organisations islamistes radicales partout dans le monde. La Lune au plus près de la Terre depuis le 26 janvier 1948. Ce 14 novembre, vous pourrez admirer un phénomène rare, une superlune. Située généralement à environ 400 000 km de la Terre, le satellite naturel n'en sera distant que de 350 000 km dans la soirée, entraînant une plus grande luminosité. Le phénomène est sans danger, ne nécessite donc aucune protection particulière. Il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour revoir la Lune de si près. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Héloïse Benamou est venue nous présenter son ouvrage « Kleptocratie française » aux éditions Le Jardin des Livres. L'auteur explique comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français seraient massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Et pour illustrer son propos, Héloïse Benamou démontre comment le RSI, le régime social des indépendants, détourne l'argent des travailleurs pour l'investir sur des placements financiers de plusieurs milliards d'euros. Une situation qui conduit souvent les entrepreneurs au suicide. Le RSI calcule les cotisations par rapport à des années antérieures. Après, ils font des régularisations, ce qui est très lourd à supporter dans la gestion des entreprises. Et il s'avère que la manière dont ils calculent leurs cotisations n'est pas conforme à la loi. C'est possible que ce soit pour ça que les comptes ne soient pas certifiés, mais ça peut être d'autres choses aussi. En tout cas, l'État en est informé, parce que c'est le conseil d'administration qui arrête les comptes. Et il y a la participation de ce qu'on appelle des commissaires au gouvernement, qui représentent là-bas le ministre de la Sécurité sociale et le ministre du Budget, et qui rendent des comptes ensuite, justement, à ces ministères. Donc ils sont évidemment au courant. C'est pour ça que j'explique qu'il y a une complicité de l'État à laisser ce système-là se poursuivre.
Et ce soir, retrouvez Politique Éco, Valérie Bugeaud recevra l'historien et écrivain Youssef Indy pour la présentation de son ouvrage Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Quant à nous, on se retrouve demain. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. Fin de course mouvementée pour les candidats de la droite et du centre. À moins d'une semaine du premier tour de la primaire, les prétendants ne comptent pas leurs efforts. Réunions, plateaux télé, meetings en grande pompe. L'heure n'est plus à l'économie et pour certains, la stratégie semble payante, pour d'autres, beaucoup moins. J-6, les jours sont comptés avant le premier tour de la primaire. Multipliant les réunions et les apparitions médiatiques, les poulains de course, dont l'âge se rapproche plus des réformés que des yearlings, ont bien compris qu'ils étaient dans la dernière ligne droite et c'est le moment de tout donner. Un va-tout qui ne fait pas les affaires de tout le monde. En effet, il semble que certains candidats avaient plus à gagner en restant dans l'ombre et c'est le cas d'Alain Juppé. Porté aux cieux dans les sondages, le doyen de la course voit ses chiffres s'effriter à mesure que l'échéance se rapproche. Bénéficiant du soutien inconditionnel des médias tels une Hillary Clinton, le maire de Bordeaux Davis. Il a perdu 7%, ne recueillant plus que 36% de réponses favorables à la question « Pour qui voterez-vous à la primaire si vous allez voter ?» Au deuxième tour, il est désormais à 52%, 10 points de moins qu'avant en cas d'opposition à Nicolas Sarkozy. L'écart se resserre donc peu à peu au point de ne plus être significatif. L'ancien président l'a d'ailleurs bien compris puisqu'il était samedi en meeting à Bordeaux sur les terres de son concurrent principal, 2 ans après une réunion où Alain Juppé s'était fait siffler quand il évoquait la possible tenue d'une primaire ouverte. Nicolas Sarkozy n'a pas lésiné face à son concurrent et a mis l'accent sur les lignes de fracture qu'il opposait à l'édile de la Belle Endormie, notamment sur son identité heureuse. L'identité, elle est heureuse ? Quand il regarde le plein emploi en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Je ne crois pas à l'identité heureuse. Quand je vois sur le sol de la République française des jeunes Français nés en France, éduqués en France, élevés en France, qui sont moins bien intégrés que leurs grands-parents qui n'étaient pas français et qui n'ont pas été éduqués en France. Ça, ce n'est pas l'identité heureuse. L'identité heureuse, quand je vois l'Afrique qui va doubler de population en 30 ans, et la France et l'Europe qu'on veut culpabiliser de façon scandaleuse, alors que la France et l'Europe, dans le pays et le continent le plus ouvert du monde, essayez donc d'envoyer vos enfants aux États-Unis et vous verrez les conditions qu'on y pose. Essayez d'envoyer vos enfants au Canada et vous verrez les conditions qu'on pose. La France et l'Europe ne peuvent pas être le seul pays et le seul continent du monde à qui on dénie le droit d'avoir des frontières, une identité particulière et la nécessité de contrôler ceux qu'on accepte chez nous et ceux qu'on refuse chez nous. Ce n'est pas l'identité heureuse. C'est ça le déclassement. Identité heureuse. Nous sommes le pays d'Europe où on paye les impôts les plus lourds, où les dépenses publiques sont les plus fortes. Identité heureuse, 238 morts, lâchement assassinés par des barbares sanguinaires sur le sol de la République française. On n'avait jamais connu ça. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, identité heureuse, eh bien je pense que la France est attaquée avec cette violence parce que les barbares qui nous attaquent pensent que la France est faible. Parce que quand on est faible, on est une cible. Quand on est fort, on est respecté. Voilà la réalité. Ce n'est pas Sautant sur l'occasion donnée par l'élection de Donald Trump, l'ancien locataire de l'Élysée a réaffirmé la nécessité d'écouter les majorités silencieuses qui souffrent de l'immigration et du chômage. Il a également rappelé sa volonté de baisser les impôts et a eu quelques mots pour fustiger l'alliance de son concurrent avec François Bayrou, même si Nicolas Sarkozy a concédé qu'il voterait pour lui dans l'inimaginable situation que le maire de Pau se retrouve face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. La ligne droitière de Nicolas Sarkozy
Sarkozy ne lui permet pas de gagner beaucoup d'autres voix, mais il se maintient dans les sondages comme le deuxième homme, se rapprochant ainsi dangereusement d'Alain Juppé. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour l'ancien ministre de Jacques Chirac. Malgré la tentative d'un coup de com' en allant dîner au Petit Cambodge, l'un des restaurants touchés par les commandos des terrasses il y a un an, il ne parvient pas à sortir du coude à coude. Pire, chaque prestation publique semble mettre un coup de frein à sa progression. Souvent attaqué sur son âge trop avancé pour être président, Alain Juppé a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs. Oubliant sans doute qu'il n'était pas à l'ORTF, il a choisi de prendre un exemple avec les magasins prix uniques. Problème, l'enseigne n'existe plus depuis 15 ans. Et ce coup de mou a des bénéficiaires, ou plutôt un bénéficiaire. En effet, l'opiniâtreté de François Fillon semble payer puisqu'il apparaît comme le candidat à qui profite la baisse d'Alain Juppé. Avec une semaine passée digne d'un marathon et des réunions politiques chaque jour, l'ancien Premier ministre grimpe et se hisse pour troubler le jeu des favoris. Avec près de 10 points supplémentaires, il se rapproche du duel annoncé et rend la surprise de plus en plus probable. Son discours, adressé au nouveau président américain Donald Trump, a encore montré une posture présidentielle réaliste, peu encline à se limiter à ce que la doxa autorise à dire. La stratégie paie puisque la salle prévue samedi soir à Biarritz s'est avérée bien trop exiguë pour les intéressés, obligeant à installer des chaises à l'extérieur. Gratifiant son auditoire de « Il faut que l'État arrête de nous emmerder », celui qui apparaissait comme un triste cire se révèle bien insoumis. Amaigrissement du code du travail, unification des retraites publiques et privées, discours sur la liberté, François Fillon a réussi son passage en terre basque et croit de plus en plus en ses chances d'être au second tour. De son côté, Jean-Frédéric Poisson poursuit sereinement son chemin. Peu connu il y a encore quelques mois, le président du Parti chrétien-démocrate a su sortir de l'anonymat en frappant fort, notamment grâce à sa très bonne prestation lors du premier débat télévisé, gagnant quelques points dans les sondages au passage pour le maintenir en coude à coude avec Jean-François Copé. Samedi, le candidat phare des défenseurs de la famille a tenu son pari. Il organisait un grand meeting à Issy-les-Moulineaux, à quelques kilomètres de Paris. Le rendez-vous lui a permis de prendre le pouls de ses soutiens, plutôt convaincants. Je le trouve plus convaincant parce qu'il aborde des thèmes avec moins de langue de bois, il parle de souverainisme, il parle de sujets de société sans trahir ses convictions et ça me parle. C'est le seul candidat qui est un vrai programme politique pour la France et qui n'est pas un programme de gestion, qui soit un programme avec une vision d'avenir, une vision politique qui remette la France et ses habitants au cœur de son programme. Mes chers amis, qu'est-ce que le populisme, sinon un mot inventé par ceux qui ne veulent pas que le peuple les critique? Qu'est-ce que le populisme? Sinon le discrédit jeté par ceux qui ne veulent pas que leur confort soit remis en cause. Qu'est-ce que le populisme? Sinon l'aveuglement en face d'un nombre de réalités qu'au fond on voudrait nier. Ou plutôt, qu'est-ce que le populisme, sinon le fait de se maintenir dans une espèce de pensée qu'on dit unique parfois, elle est dominante en tout cas. Et je ne comprends pas comment on peut, à ce point, mépriser les peuples qui s'expriment. Pas seulement aux États-Unis, mais partout en Europe, au Canada. Et comment on peut, à ce point, dénigrer les peuples qui disent « nous ne voulons plus du cours de l'histoire tel que certains l'ont façonné ». Nous aurons déjà réussi une formidable mobilisation, très inattendue à la fois par sa qualité et par son nombre. Et donc j'aborde l'échéance du premier tour de la primaire de manière tout à fait confiante et très sereine. Je solliciterai les deux finalistes si je n'y suis pas, sur la base d'un certain nombre de points de notre projet qui me sembleront les plus importants, les plus adaptés à la circonstance. Je publierai les questions, je publierai les réponses et nous accorderons notre soutien le moment venu à l'un ou l'autre des candidats. Ou bien pas de soutien, puisque je n'exclus pas d'être en situation de ne soutenir personne. Même Juppé, oui, bien sûr, c'est après tout, vous savez, encore une fois, ce qui est important, c'est le redressement du pays. Je viendrai devant les deux finalistes de la primaire, si je n'y suis pas encore une fois, avec un certain nombre de convictions, j'attendrai leur réponse, donc je verrai à ce moment-là.
Du côté des socialistes, c'est toujours panique à bord. Si François Hollande refait son costume préféré de président des hommages avec les commémorations des attentats du 13 novembre 2015, les rangs ne se resserrent pas plus dans la majorité. Les récentes déclarations de députés et ministres socialistes contre un François Hollande candidat à sa réélection font parfois volte-face, mais le trouble est bel et bien semé. Michel Sapin, très élogieux à l'égard de Manuel Valls, a tenu à préciser qu'il soutiendrait contre vents et marées François Hollande s'il était candidat, et la possibilité de plus en plus crédible de voir Emmanuel Macron se présenter reste en suspens jusqu'à mi-décembre. Les électeurs de gauche, fidèles au poste mais désabusés, se résignent de plus en plus face à l'idée d'une alternance en 2017 et au retour de la droite au pouvoir. Ils sont donc nombreux à vouloir donner leur dernier sursaut dans les urnes de la primaire de la droite et du centre, même s'il leur faudra mettre leur sincérité dans la poche au moment de signer la charte. Si cette mobilisation est bel et bien au rendez-vous, tout porte à croire qu'elle se fera en faveur d'Alain Juppé. Je vais aller voter à la primaire à droite, comme j'avais voté à la primaire socialiste, à la primaire citoyenne il y a quelques années. Et ça me semble important de choisir son adversaire dans un premier temps. Il y a un côté tout sauf Sarko, mais ça devient vite tout sauf Sarko et sauf beaucoup d'autres, et il en reste qu'un. Et donc ce vote pour choisir son adversaire, à un moment donné, ça devient aussi, parce qu'il y a une forme de séduction par Juppé, ça devient un vote pour Juppé. Pour beaucoup d'électeurs de gauche, ils ont anticipé la défaite de la gauche au second tour de l'élection présidentielle et ils considèrent que la primaire de droite est un peu le tour décisif pour savoir qui fera face à Marine Le Pen. Donc il va y avoir probablement des électeurs de gauche, du centre-gauche, qui vont se déplacer. On ne sait pas trop déjà quelle ampleur revêtra ce phénomène. Allez voter à cette primaire, allez voter au deuxième tour, allez voter contre Nicolas Sarkozy, pour Alain Juppé, car ces électeurs de gauche choisissent massivement Alain Juppé et à un degré moindre Nathalie Kosciusko-Morizet ou Bruno Le Maire. C'est éviter d'avoir au mois de mai à voter dans le cadre d'un second tour cauchemardesque pour eux entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. C'est se prémunir contre un 21 avril bis. À 6 jours du premier tour, donc, la seule certitude est que tout est bien possible. Le nombre de votants et leurs familles politiques dicteront en partie les résultats et peuvent faire basculer les tendances. Pendant ce temps, la course continue. Et oui, la course continue, c'est d'ailleurs le moment de passer à l'agenda de la semaine. Les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre débutent le sprint final avant le vote du premier tour qui aura lieu dimanche 20 novembre. Ils se retrouveront tous jeudi soir à l'occasion du 3e et dernier débat. Mais l'heure est aux dernières réunions publiques pour glaner encore quelques points. Alain Juppé a fixé 2 grands rendez-vous cette semaine. Il sera au Zénith de Paris ce lundi soir avant de conclure vendredi au Grand Palais de Lille également. De son côté, Nicolas Sarkozy va multiplier les rencontres cette semaine. Il sera à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne ce lundi soir et à Nice au Palais Nicaïa mardi 15 novembre. Sa dernière réunion publique avant le premier tour aura lieu le lendemain du dernier débat, vendredi 18 novembre à Nîmes, au Parnasse à 19h. François Fillon, annoncé comme le 3e homme, continue sa course à Metz, en Moselle, ce lundi soir au Parc des Expositions. Il terminera sa semaine vendredi au Palais des Congrès de Paris. Bruno Le Maire, bien défait dans les prévisions, a lui aussi 2 meetings cette semaine. Tout d'abord ce lundi, au Dock de Paris. L'ancien ministre de l'Agriculture conclura sa campagne vendredi à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le fief de François Hollande. Jean-Frédéric Poisson mise quant à lui sur la posture présidentielle à l'étranger. Il était à Casablanca, au Maroc, aujourd'hui pour rencontrer des chefs d'entreprise. Il sera également à Marseille vendredi pour une réunion. De leur côté, Jean-François Copé et Nathalie Kosciusko-Morizet n'ont pas de rendez-vous public cette semaine, un peu comme s'ils s'avouaient déjà vaincus.
Marine Le Pen, de son côté, poursuit sa route dans la course à l'Elysée. Mercredi, la présidente du Front National inaugurera son QG de campagne à Paris, dans le 8e arrondissement. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, fera de même dans le 6e arrondissement, à quelques pas de l'Assemblée nationale. Les deux candidats profiteront de l'occasion pour présenter leur logo et leur slogan respectifs de campagne. Comme chaque soir, c'est à présent le moment de retrouver notre rubrique Tableau d'honneur. Aujourd'hui, François Billot de Lochner, président de la Fondation de services politiques, évoque les questions de défense dans les programmes des candidats à la primaire. Bonjour François. Bonjour Élise. Alors pour ce nouveau tableau d'honneur, on va s'intéresser aux réformes sociales et notamment au temps de travail et à la question des retraites. Alors on va encore faire l'inventaire de ces candidats de la primaire de la droite et du centre. Très bien. Alors ce sont évidemment deux sujets fondamentaux. Je vous rappelle simplement un chiffre, c'est qu'en 2004, il y avait un rapport de Bercy qui avait fait à l'époque un bruit important, mais uniquement dans Bercy, parce qu'il a été complètement occulté par les médias, c'est que la mise en place des 35 heures et de la retraite à 60 ans avait déjà coûté en 2004 450 milliards d'euros au budget de l'État. Donc vous imaginez ce que 12 ans plus tard, ça peut coûter. Bon. Donc ces deux mesures ont été d'une stupidité invraisemblable, ont véritablement ruiné l'économie et auraient dû évidemment être reportées dès 2007. Bon, ça n'a pas été fait et donc nous avons maintenant le problème en face de nous. Alors, les candidats sur ce sujet, globalement, sont dans un certain consensus. On peut dire que globalement, ils s'attachent tous à trouver une solution. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que beaucoup de candidats ne sont jamais extrêmement clairs. Alors, pour les uns, on va porter le temps de travail à 39 heures, mais uniquement pour les fonctionnaires. On va augmenter l'âge de la retraite, mais uniquement. Bon, en fait, il faut être très clair, on a besoin tout de suite de revenir aux 39 heures, qui est le temps mondial de travail admis. Bon, je ne vois pas pourquoi en France ce serait à part. Il n'y a aucune raison. Et puis évidemment, l'âge de la retraite doit être reporté pour être dans la moyenne mondiale, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Alors, sur ce registre, il y a deux candidats qui, véritablement, sont tout à fait clairs sur le sujet. Le premier, c'est François Fillon. Bon, voilà, François Fillon est tout à fait clair. Pour lui, il faut revenir aux 39 heures. Pour lui, l'âge de la retraite doit être passé à 65 ans. Il envisage d'ailleurs un changement de système de retraite système par points, par capitalisation. Et Alain Juppé est exactement dans la même stratégie. Donc, Alain Juppé, lui, ne pourrait pas plaider pour la retraite à 65 ans. Ce serait pas crédible. Oui, c'est ça. Donc, en gros, si vous voulez, là, ces deux candidats sont assez clairs. Les autres, c'est un petit peu du oui mais. Alors, on va faire un petit peu de... Bon, Sarkozy, c'est échelonné dans le temps. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. On est en guerre économique. Il faut dire que ce n'est pas des réformes forcément très populaires. Ce ne sont pas des réformes populaires, mais il faut quand même attaquer le mal à la racine. Ça aurait dû être fait, effectivement, depuis une quinzaine d'années, en réalité. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a un moment donné où il faut dire stop, là, on ne joue plus et l'avenir du pays en dépend. Donc, il faut vraiment considérer que ce sont deux mesures fondamentales. Il faut augmenter le temps de travail. Il faut que la semaine ne soit pas à 35 heures, mais à 39 heures. Il faut que les retraites soient décalées. Qu'après ça, on travaille sur des systèmes de capitalisation et tout ce qu'on veut. C'est très bien. Voilà. Et sur les statuts, évidemment, ça, c'est tout à fait fondamental. Il faut que les statuts qui sont complètement iniques aujourd'hui et que les Français ne supportent plus. Les privilèges de la fonction publique sont absolument insupportables et sont récusés dans les sondages par les 3/4 des Français. Donc ça pourrait d'ailleurs mal se finir, parce qu'il y a un moment donné où le Français, quand même, ne peut pas être à ce point discriminé selon que l'on est dans le public ou selon que l'on est dans le privé. Donc un alignement des pensions des salariés privés et publics. Voilà, et là on peut dire que tous les candidats sont d'accord sur le sujet. Voilà. Donc en fait, la médaille d'or, si vous voulez, parce que il y a clairement François Fillon qui est tout à fait en médaille d'or avec Alain Juppé, donc nous aurions deux médailles d'or. En dessous, nous aurions Jean-François Copé qui est assez volontariste, et puis après ça, on a des gens qui veulent véritablement réformer, mais qui sont probablement un petit peu moins volontaristes que l'on pourrait imaginer compte tenu de l'état du pays.
Merci François pour ce point. Merci beaucoup Élise. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de Cap sur l'Elysée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.